avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team au grand complet qui vous accueille comme chaque mardi sur Logos FM 18h pour parler de sport au pluriel. C'est votre rendez-vous sportif hebdomadaire, c'était avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor. Salut Johan. Salut Olive, bonsoir à tous. Florian Pitreau. Salut Florian. Bonjour Olivier, bonjour à tout le monde. Et notre invité, on va parler handball avec lui, mais alors aujourd'hui on va se diriger vers les garçons. Désolé Florian, on parle souvent des filles, mais on va parler aussi des hommes cette semaine avec le président du Hand Club de Cournon, Cyril Fauché. Bonsoir Cyril. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors Cyril, on reviendra sur cette saison particulière au club de hand dans la deuxième, troisième partie. On va surtout parler des perspectives de la saison prochaine parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. On sait que le club était sur une belle dynamique avant l'arrêt de la saison, donc on va voir comment on envisage la saison 2021-2022. Le coup de cœur, coup de gueule en fin d'émission, le traditionnel quiz, et on commence tout de suite avec nos deux résultats du week-end. Et forcément, on ne peut pas passer à côté de la très belle montée en Ligue 1 du Clermont Foot. Alors un grand bravo à toute l'équipe, le staff, les dirigeants, les joueurs. Bravo à tous. On a à peu près tout dit pendant le week-end sur la partie sportive. Alors j'ai voulu aborder un autre angle, un peu plus économique avec vous. Et je voulais vous demander, messieurs, si cette montée en Ligue 1 devait inquiéter les autres clubs professionnels de la métropole. Qui est-ce qui veut commencer? Johan. Allez, je commence. Moi, mon avis, c'est qu'il n'y a qu'un seul club que ça peut inquiéter, c'est l'ASM Clermont-Auvergne, parce que des entreprises qui ont les moyens financiers et qui ont la volonté de soutenir des clubs professionnels et qui ont les moyens, aujourd'hui, ça doit être très certainement des partenaires de l'ASM. Il peut y avoir éventuellement quelques nouveaux partenaires qui vont, notamment nationaux, qui vont s'intéresser au Clermont Foot. Mais s'il y a un club, alors c'est pas dit que ce soit le cas, mais s'il y a un club qui risque de perdre des sponsors au profit du Clermont Foot, c'est l'ASM. Florian, tu partages cet avis? Alors oui, globalement, pour poursuivre un petit peu, il y a 3 points importants. Il y a d'abord les partenaires privés, ce que tu as dit. Effectivement, c'est peut-être l'ASM Rugby qui est un petit peu plus en danger là-dessus. Mais moi, je reste persuadé, déjà, tu l'as dit, qu'il faut féliciter le Clermont Foot. Et surtout, pour le territoire, c'est une bonne chose. Et pour le sport, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Ça va aussi aider l'ASM, ouais. C'est pas gênant. Après, il y a la partie publique. Là, je pense que chacun a ses supporters, chacun a son public, même les sports un peu plus mineurs ou les clubs encore un petit peu plus petits. Et puis après, il y a la médiatisation. C'est là pour moi où ça va changer, où vraiment la donne va changer. On l'a vu avec les unes de la montagne, on l'a vu avec les émissions, etc. Là, par contre, ils vont prendre de la lumière et ça va faire de l'ombre à certains. Je citerai peut-être la Jave et peut-être le hockey. Voilà, il me semble que se dessinent les deux gros mastodons Clermont Foot, ASM, le sport féminin au sens large sur la métropole. Puis après, on y viendra avec Cyril, mais des gens qui ont aussi leur rôle à jouer sur des territoires un petit peu plus larges. Mais voilà, après, globalement, je pense que moi, hormis la médiatisation, où vraiment le Clermont Foot va prendre beaucoup de place, le reste, je suis pas trop inquiet pour les clubs. Après, c'est clair et net que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va élever le niveau de jeu d'une région, en fait, puisque ça va permettre au Clermont Foot d'augmenter le niveau de son centre de formation. Sa structure va se professionnaliser encore plus. Ça va aussi faire du bien à tout un quartier avec le projet du nouveau stade, etc. Donc oui, c'est vraiment une très bonne chose pour la région. Et puis surtout, il faut bien avoir quelque chose en tête, c'est qu'on dit tout le temps l'Auvergne est une terre de rugby. C'est pas vrai. Il y a plus de licenciés au foot qu'au rugby, et notamment dans le Puy-de-Dôme, où il y a des milliers de clubs de foot. Donc du coup, c'est vraiment une très bonne chose et ça va permettre à tout un écosystème d'aller encore plus de l'avant, quoi. Florian. Mais là-dessus, moi, ça m'a un peu surpris sur les derniers jours, les dernières semaines. J'ai l'impression que plein de gens se sont rendus compte de la force du foot et de la puissance du foot, alors que bon, moi, ça m'étonne pas, hein, médiatiquement, etc. C'est un autre monde. La Ligue 1, c'est vraiment autre chose. Donc on l'a vu sur les dernières heures et les derniers jours. Et après, je me permets de prendre l'exemple de Nîmes que je connais très bien. Quand le Nîmes Olympique est monté, le handball, du coup, l'USAM, on n'a jamais été aussi bon, en fait. Ça nous a forcé à progresser parce qu'il y a une forme de concurrence. Et dans les entreprises, la concurrence aide aussi. Donc c'est plutôt bien pour l'ensemble du territoire. Ça va pousser tout le monde à faire venir les gens au stade, faire venir les partenaires.
Donc Alors, ça doit être positif. c'est vrai que tu l'as dit, on a vu tout un engouement ces derniers jours, on va dire ces 15 derniers jours pour le Clermont Foot. On a vu ça monter sur les réseaux sociaux, dans les médias. On va voir jusqu'à quel point cet engouement est sincère et durable, parce que on sait l'affluence qu'il y avait au Gabriel Montpied et non pas au Gaston Montpied, comme ça a été écrit dans l'équipe. Quand même, ils sont très très forts, hein, les journalistes. Là, c'est extraordinaire. Mais Ça ils vont aussi. apprendre à le connaître. Oui, ils vont apprendre à connaître, ça c'est sûr. Donc quand on sait effectivement l'affluence qu'il y avait au stade par rapport à l'engouement qu'on a vu sur les réseaux sociaux, il va falloir maintenant le montrer, cet engouement, en allant encourager cette équipe de foot dont on souhaite effectivement le maintien, parce que c'est important pour la région. Je vais prendre juste l'exemple hier midi d'un très grand journal national qui a parlé de la montée du Clermont Foot en Ligue 1. Donc il y a déjà un rayonnement qui existe, et c'est vraiment important pour la région. Et effectivement, je pense que c'est une locomotive, comme l'ASM l'a été pour d'autres clubs pro. C'est une locomotive d'avoir un club professionnel de foot à ce niveau-là, et ça doit servir à tout le monde. Cyril, est-ce que tu te sens concerné et menacé par la montée du Clermont Foot en Ligue 1? Concerné, oui, bien sûr, parce que, comme l'a dit Johan, je pense assez clairement, c'est que je pense que tout le monde en tirera des bénéfices, et je ne vois pas de concurrence proprement dite. Peut-être un peu de remise en question de certains clubs qui avaient, entre guillemets, le monopole. Mais moi, j'y vois qu'un bénéfice pour l'intégralité des clubs. Je vois surtout que Clermont, qui est dans les 21e ou 22e villes françaises, aura dans toutes les catégories et toutes les activités sportives des équipes de haut niveau. Et ça, c'est vraiment important. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de villes françaises où on a autant d'équipes de haut niveau. Et je pense que tout cela tirera vers le haut, et je pense qu'il ne faut pas commencer à dire ça va défavoriser ou ça va handicaper certains clubs. Je pense que tout le monde doit, et tout le monde en tirera des bénéfices. Ça, c'est sûr, oui. Et je pense qu'à part, j'ai Montpellier en tête, peut-être qu'il y a aussi des clubs pratiquement à haut niveau partout, dans beaucoup de disciplines. Oui. En tout cas, j'ai pas d'autres exemples en tête qui me viennent tout de suite. Lyon pour le foot et le rugby, mais après Lyon, le reste, c'est beaucoup plus gros. Montpellier peut être un peu comparé. C'est un peu l'exemple. Ok, très bien. Eh bien, on va souhaiter bonne chance au Clermont Foot, leur souhaiter des belles vacances, et on les retrouvera dès le mois d'août pour aller les encourager et les supporter tout au long de cette première année en Ligue 1. Le club suivant dont nous allons parler, c'est la Jave, le basket. Alors après une série de 4 défaites consécutives qu'on avait signalées aussi, on va montrer notre équilibre en félicitant la Jave pour ses 4 victoires consécutives. Alors c'est vraiment le yo-yo cette année à la Jave. Ils n'avaient pas encore réussi à enchaîner un nombre de victoires. C'était souvent une victoire, une défaite, parfois 2 victoires, 2 défaites, mais voilà, il n'y avait pas vraiment d'enchaînement qui se faisait. Là, c'est 4 victoires de suite. Ils remontent d'un coup au classement dans la première partie. Alors c'est ce qu'on avait dit l'autre fois, ils sont un peu loin pour espérer jouer le haut de tableau, loin des deux côtés aussi pour le bas, pour être inquiété en bas. La question est, est-ce que la saison de la Jave est finie? Si jamais elle est finie, est-ce qu'on peut espérer quelque chose, notamment avec le retour du public dans la salle? Est-ce qu'on peut espérer une embellie, Florian? Alors déjà, pour attaquer, c'est vrai que c'est une saison yo-yo au sens large. On l'a souvent dit, avec le Covid, le calendrier un petit peu spécifique sur cette saison, que ce soit la Jave mais plein d'autres clubs, il y a souvent eu des séries, des saisons un petit peu bizarres et des classements très durs à lire. Après, je trouve ça très bien qu'ils puissent gagner des matchs, et surtout avec le retour du public. Une équipe de sport, elle a besoin de gagner, un club a besoin de gagner. On a parlé de la dynamique pour le hockey ou autre, il faut gagner des matchs. Et on connaît la ferveur à Pierre-Coulon. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et avec le retour du public, attention, ça va être très limité, mais malgré tout, les gens vont vouloir voir des victoires, vont pouvoir s'exprimer, crier après une victoire, donc c'est l'objectif. Je ne sais pas si c'est de la roue libre, mais plutôt plaisir, retrouver le plaisir d'être avec les gens, de partager. On l'a vu en Angleterre ce week-end, c'est ce qu'on attend tous, quoi. Johan? Non, c'est clair, ça les met enfin sur une bonne dynamique. Là, ils enchaînent les victoires. Après, c'est sûr que oui, le public, même si ça va être avec une jauge réduite, c'est toujours un plus pour les joueurs, même s'il y a quelques dizaines, quelques centaines de spectateurs. Dans une salle comme Pierre-Coulon, ça va les remotiver, ça va quand même apporter quelque chose en plus, surtout quelque chose qu'ils n'ont plus eu depuis pas mal de temps maintenant. Et c'est sûr que la saison, elle est loin d'être facile. On avait échangé avec Guillaume Vizade qui nous expliquait qu'en 6 semaines, je crois, ils avaient 13 matchs. Donc ils ont un rythme en fait qui est très très compliqué, où ils n'ont pas vraiment le temps en fait de sortir la tête du guidon, de se repréparer vraiment en profondeur. Et du coup, le fait de pouvoir
travailler sur une série de victoires, c'est que du positif, et donc bravo à eux et il ne faut pas qu'ils lâchent. Cyril, tu as le temps de suivre un petit peu la JAV? Oui, je suis assez multisport, donc je suis la JAV et les bons résultats. Il y a un historique quand même relativement fort, hein, moi qui suis un peu plus ancien que mes deux chroniqueurs du soir. J'ai connu les grandes époques de la JAV et du Stade Clermontois. Voilà, il est certain qu'on a envie que le basket à Clermont aussi prenne sa place, parce que c'est un sport important au niveau en salle. On voit bien que cette année ça a été un peu compliqué, mais ça a été compliqué pour certains clubs qui ont mieux vécu la crise sanitaire que d'autres. Certains ont été plus impactés que d'autres. Voilà, ils ont une période un peu délicate. Là, ils repartent dans une phase positive. Donc c'est très très bien, et j'espère sincèrement qu'on reverra un jour une équipe auvergnate en Jeep Elite dans les années qui viennent. Ça, on l'espère. Florian, pour conclure. Non, c'était oui, pour conclure, mais avec tout ce qu'on dit, c'est vrai qu'on a quand même une chance de pouvoir parler d'autant de clubs de très haut niveau avec des super projets. Là, on parle de Vichy-Clermont, voilà, on a parlé de plein d'autres clubs avant. C'est quand même pour nous une chance sur le territoire, et je pense que je rejoins ce qui a été dit au début, c'est que positif en fait. Voilà, ça va tirer tout le monde vers le haut, et ça place aussi Clermont comme, on a parlé beaucoup du tourisme, etc., mais aussi comme ville sportive. Ça, c'est sûr. Et on compte sur vous dès que ça sera possible pour aller encourager tous ces clubs, aller découvrir ces sports si vous ne les connaissez pas, que ce soit le hockey, le hand, le volley, le foot, le rugby, le basket. N'hésitez pas à aller dans les salles, dans les stades. Ils ont besoin de vous. Allez, nous, on va faire une première pause. On se retrouve tout de suite après, toujours sur le Gosse FM. C'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, chaque mardi 18h sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h, le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor de Clermont Sport, Florian Pitreau, Sport 7 & Co. Et notre invité, le président du Handball Club de Cournon, Cyril Fauché. Bonsoir messieurs. Alors Cyril, on va se tourner vers toi maintenant pour cette deuxième partie. On va déjà parler rapidement de cette saison écoulée et écourtée surtout. Comment on a vécu ça? Explique-nous déjà à quel moment ça s'est arrêté. Alors on a repris comme toute saison, hein, fin juillet, début août, la saison avec une préparation. Et les derniers matchs ont dû avoir lieu fin octobre. En fait, on a fait 4 matchs, 4 victoires, mais malheureusement, plus rien derrière. Donc avec des dates de reprise qui ont tout le temps été repoussées. Voilà. Pour arriver au mois de janvier dans une situation qu'on savait qui allait arriver avec l'arrêt des championnats. Sachant que nous, on n'était pas concernés au niveau de jeu qu'on avait de pouvoir continuer, parce qu'on n'avait pas le nombre de joueurs professionnels demandés par la division. Donc on a dû stopper, la compétition, et aussi stopper les entraînements. Donc les joueurs sont entraînés de façon individuelle avec des programmes individualisés. Et puis voilà, on a pu quand même garder les salles de sport qui étaient autorisées pour les sportifs de haut niveau. Alors on va rappeler le niveau du club pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le club de hand de Cournon. Donc cette année, on évoluait donc en National 1, hein, qui est le 4e niveau au niveau du hand. Et donc cette année, on a déposé donc un dossier à la CNCG pour évoluer donc dans le 3e niveau, qui est la N1 Elite, hein, qui est l'antichambre du sport professionnel. Donc Star League, Pro League et N1 Elite, avec l'objectif de déposer un dossier pour atteindre la Pro League sous 2 ans ou 3, on verra en fonction de ce qui se passera et du niveau sportif qu'on sera capable de mettre en place pour essayer de monter. Alors ce qui signifie que sans avoir joué avec une saison blanche, vous pourriez monter quand même d'un niveau. Alors on l'a fait 2 fois, hein, donc la crise sanitaire nous a été un peu favorable. Hein. Une fois, il devait donc de National 2 à National 1, il devait avoir qu'une montée. On a bénéficié d'une réorganisation, et donc le 2e et le meilleur 3e ont été repêchés. Donc on s'est retrouvé en N1, donc on a plutôt bien figuré parce qu'on a fait 4 victoires. Et là, en fait, la N1 Elite, c'est complètement différent. C'est une poule
où déjà il faut présenter un budget nécessaire. Donc malheureusement, c'est pas que le sportif qui est important dans cette poule-là, c'est montrer patte blanche financière. Donc il faut avoir un budget. Alors logiquement, c'est un budget de 700 000 € qui a été revu à 600 000 €. Donc nous, on présentera un budget autour de 700 000 €, hein, donc avec les anciennes demandes, pour après espérer monter en Pro League où le budget est plutôt autour de 1 million d'euros. Donc il y aura encore une marche à franchir. On a fait évoluer en 3 ans, on a triplé le budget. Donc on verra si les partenaires privés, hein, qui nous suivent continuent à s'investir pour franchir l'étape supplémentaire, qui serait aussi la chance d'avoir un club de hand à très haut niveau dans les 30 meilleurs clubs de France. Est-ce qu'il y a aussi des conditions sportives à respecter, comme avoir un centre de formation par exemple, ou d'autres conditions ? Alors le cahier des charges est très complexe, hein. Il y a beaucoup de critères, hein. Donc le centre de formation pour la N1 Elite n'y est pas présent. Par contre, les nombres de joueurs professionnels, donc il faut 5 joueurs professionnels, un entraîneur diplômé, il faut un investissement conséquent dans tout ce qui est médical, dans tout ce qui est salarié. Donc Cournon l'année prochaine, ça sera 11 salariés. Donc bien évidemment, pour atteindre ce niveau-là, il y a un investissement sportif, mais aussi structurel important à mener. Florian. Cyril, un point que tu as abordé, est-ce que donc, la marche est d'abord financière, structurelle, etc. Pour le coup, quelle est la différence de niveau entre ces deux groupes et ces deux poules ? Est-ce qu'en niveau de jeu, en termes de recrutement, il faut évoluer aussi très fortement ou moins du coup ? Bon, ça dépend ce qu'on va y jouer, hein, bien évidemment. Nous, on va jouer pour être premier, parce que je ne conçois jamais le sport pour participer, comme dit Johan. Donc on va jouer pour essayer de monter en Pro League le plus rapidement possible. On a recruté des joueurs de valeur, des joueurs qui étaient aguerris au niveau. On a recruté aussi des jeunes joueurs. On a recruté aussi un entraîneur de qualité. Donc voilà, après, on aura en face de nous des gros projets aussi, des équipes qui ont envie de monter sur des bassins importants. Donc le sportif reste le sportif. Donc là, clairement, c'est difficile. Le financier, certes, on peut le maîtriser. Le sportif, une saison peut bien s'enclencher, mal s'enclencher. Il faudra voir l'osmose, ce qui sera créé dans le groupe, hein, parce qu'on revient avec un groupe relativement nouveau, avec 9 nouveaux joueurs et un groupe de 19 joueurs. Donc clairement, si la mayonnaise, comme on dit, marche bien, on pourra espérer faire une belle saison. Est-ce qu'il y a eu quand même des petits entraînements, un entretien physique pour les joueurs cette année, même si la saison était finie ? J'ai du mal à imaginer des sportifs de ce niveau-là rester 6 mois tranquilles dans le canapé. Nous, sans difficulté, on y est arrivé. Non, mais eux, bien évidemment, ils avaient des programmes individualisés, donc ils avaient un suivi. Hein. Ça a été très très difficile pour eux, hein, quand on est sportif et qu'on s'entraîne tous les jours, hein, parce que nous, à Cournon, ils s'entraînent tous les jours, hein, c'est-à-dire tous les soirs, 5 fois par semaine, et plus le match le week-end. Donc de passer d'une activité aussi importante à une quasi-inactivité, c'était impossible. Et surtout, on fait attention à ça, parce que je pense que ça sera, à mon avis, un sujet à rediscuter, c'est les blessures l'année prochaine. C'est-à-dire, clairement, on risque de se retrouver avec des joueurs plus habitués au contact, plus habitués à l'effort, hein, parce que c'est pas parce qu'on fait des footings qu'on est capable de sprinter, hein. Donc clairement, nous, on a essayé de minimiser tout ça avec des préparations physiques individualisées. Et puis, on a eu la chance de pouvoir continuer dans les salles de sport avec notre partenaire pour permettre aux joueurs de ne pas perdre tout ce qui est masse musculaire. Ce qui est le plus difficile à retrouver, c'est les sensations ballon. Ça, c'est des sensations qu'il va falloir retrouver. Et bon, on a déjà commencé à préparer une pré-prépa saison. Ouais. Donc c'est assez bizarre. C'est ce que j'allais demander, ouais. si vous alliez démarrer un peu plus tôt. Donc on commence ce soir, donc on reprend ce soir pour aller jusqu'à fin juin, pour après poser pendant 3 semaines et repartir donc fin juillet sur un programme, je dirais, plus classique. Alors, on parlera tout à l'heure dans la partie suivante du recrutement, des perspectives pour la prochaine saison, mais comment on fait pour garder un joueur qui serait arrivé par exemple en début d'année dernière, c'est facile de le convaincre de rester au club, ou comment ça s'est passé ces négociations ? Bon, on a perdu très peu de joueurs, hein. C'est des choix qui ont été faits avec l'entraîneur, hein, clairement. Nouvel entraîneur dit aussi des choix forts, donc sur des postes clés. Donc
on a sorti personne du groupe. Par contre, on a des joueurs voilà, qui avaient la volonté ou d'avoir des contrats plus longs ou avoir d'autres avantages auxquels on n'a pas répondu, mais on a gardé les joueurs qu'on souhaitait conserver au club pour le projet qu'on est en train de mener. Johan? Ouais, moi j'ai une question, c'est que justement par rapport à la crise sanitaire, on parle beaucoup du ressenti qu'ont eu les joueurs, les coachs à travers cette crise, mais en tant que président, comment tu l'as vécu toi? On ne l'a pas très bien vécu, hein, parce que je le rappelle, je suis coprésident avec Stéphane Sadourny, on est habitué quand même à faire tous les déplacements, donc c'est certain, et passer beaucoup de temps au gymnase. Bon, le temps qu'on n'a pas passé là, on l'a mis dans d'autres tâches, hein, notamment constituer notre dossier CNCG, préparer et structurer au mieux le club. Donc on s'est beaucoup réunis, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on voulait faire du club. Voilà, donc on en a profité un peu pour faire un bilan parce que ça fait 6 ans qu'on est au club, donc 5 montées, et on arrive maintenant dans un niveau où on ne peut plus être dans l'à peu près. Donc on a rencontré beaucoup de personnes pour voir comment on pourrait arriver à ce niveau-là, parce que c'est pas tout de passer par le niveau sportif, mais tout ce qui est structurel, tout ce qui est accompagnement est très important, que ça soit au niveau de la formation, mais que ça soit tout au niveau administratif, comptable, financier, juridique ou social. Tu nous parlais tout à l'heure de 11 salariés, justement, vous couvrez tous ces domaines administratifs au sens très large avec vos salariés? Oui, donc là pour l'instant, donc, quand je dis 11 salariés, donc on a 5 joueurs professionnels qui sont une obligation, voilà, qui sont, après tous les autres joueurs chez nous sont en convention, un entraîneur professionnel. Après on a aussi des entraîneurs qui sont là pour la formation, parce que la formation est un élément important et très important du club. C'est un élément qu'on a beaucoup développé, hein. Aujourd'hui on a nos moins de 18 championnats de France qui chaque année évoluent au plus haut niveau. Qui joue au niveau dans l'élite du handball français. On a aussi nos relations avec le pôle espoir qui est sur Cournon. On a une section sportive qu'on souhaite aussi dynamiser, qui à terme devra devenir un peu notre centre de formation, avec la volonté déjà de la passer l'année prochaine d'une catégorie pour lui donner encore plus d'importance dans l'avenir. On a aussi nos filles où on est partenaire avec le HBCAM. Hein. On n'abandonne pas nos filles, on est un des clubs partenaires du HBCAM. Donc les filles, c'est 35% de nos effectifs. Mais bien évidemment, on continue la formation des filles. Et bien évidemment, quand elles sont à un niveau supérieur, elles rejoignent le HBCAM. C'est le principe des conventions qu'on a pu mener. Je dirais, voilà, il y a 2 projets handball sur le bassin clermontois, c'est le HBCAM pour les filles et le handball club Cournon d'Auvergne pour les garçons. Voilà, 2 clubs complémentaires et pas concurrents, c'est bien de le dire et de le préciser. Parfait, merci Cyril, on va faire une nouvelle pause, on se retrouve tout de suite après, toujours sur Logos FM, vous êtes avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport pour parler de sport au pluriel sur Logos FM, votre rendez-vous sportif hebdomadaire le mardi 18h. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor, Florian Pitreau et notre invité Cyril Fauché, le président du Handball Club de Cournon. Alors Cyril, on va se pencher maintenant sur la future saison à venir. Vous avez été plutôt actif sur cette période de mercato. Avant de parler de la future équipe, la zone d'achalandage d'un club comme Cournon, c'est régional, national, international? Je vais dire national, bien qu'on a quand même pas mal d'internationaux aussi, parce qu'on avait 2 joueurs qui ont continué à jouer. On avait notre pivot, donc Achraf Adli, qui a fait championnat du monde avec le Maroc. Et puis on avait Flavio Fortes Rodriguez, qui jouait avec le Cap-Vert, qui a fait les championnats du monde. Malheureusement, ils les ont fait de façon écourtée parce qu'ils ont eu un cas de Covid dans le groupe et ils s'en ont jamais sortis. Donc voilà. Donc je dirais oui, on a eu des Italiens, on a eu des Canadiens. Oui, on est sur du recrutement international. Mais bon, clairement, on est plutôt sur un recrutement national. Après, il est certain qu'avec ce niveau de jeu qu'on propose l'année prochaine sur lequel on va jouer, on a beaucoup moins de difficultés à recruter.
bien qu'on n'est pas sur un bassin très très riche au niveau handballistique, hein, donc à part Saint-Flour qui joue en N1, c'est clairement difficile de sortir des joueurs ou d'avoir des joueurs sur le secteur, donc on est obligé d'aller un peu plus loin pour aller chercher des joueurs. Après, on travaille comme tous les clubs avec des agents, et on cherche les meilleurs rapports qualité-prix, et on cherche surtout les positions qui nous sont demandées par l'entraîneur. C'est lui qui décide par rapport au projet de jeu qu'il a, de ce qu'il veut faire de l'équipe et comment il veut la faire jouer, des profils de joueurs. Florian. Justement, une question, Cyril, quand vous recrutez, dans les discussions avec les joueurs, les agents, qu'est-ce que vous mettez en avant? Est-ce que c'est un aspect plutôt financier? Est-ce que c'est le projet d'ensemble? Est-ce que c'est les structures, l'ambiance? Est-ce qu'il y a des aspects un peu importants dans le projet Cournon? Alors je pense que Cournon, on reste modeste, hein, mais je pense que Cournon a fait beaucoup parler ces dernières années par rapport à ses résultats et le projet qu'on a pu mener avec Stéphane et toute l'équipe. Hein. J'englobe toute l'équipe parce qu'on a mené ce projet à plusieurs. Voilà, je crois qu'on s'est fait un nom, on s'est fait une réputation et je pense que ça parle beaucoup, c'est un petit milieu. Et clairement, il y a des joueurs qui sont intéressés par le projet. Pourquoi aller plutôt jouer en Pro League dans une équipe de fond de tableau et pas dans une équipe qui joue la montée? Voilà, donc il y a des joueurs qui sont intéressés pour rejoindre Cournon. On l'a vu quand on a mis, je dirais, le poste d'entraîneur. On a pisté plusieurs entraîneurs, mais on a beaucoup d'entraîneurs qui sont venus directement à nous et des entraîneurs avec beaucoup de cap en équipe de France. On était même surpris des gens qui postulaient chez nous. On se demandait des fois si c'était pas un canular mais non. Je crois que je pense que Cournon, on est aujourd'hui dans les 30-40 meilleures équipes françaises, donc on intéresse. Et puis la région, c'est la plus belle de France. Donc clairement, c'est bien plus facile de recruter à Clermont-Ferrand dans notre belle région que dans d'autres régions françaises. La Pro League, c'est un objectif à moyen terme, long terme, court terme? Ça peut être très rapide parce qu'on l'a connu cette année. Il y avait 2 équipes qui avaient le statut VAP et les 2 sont montées parce que et l'année avant, c'est le 7e et le 9e qui montent de la poule. Donc ça va dépendre des projets qui seront en face et la capacité des clubs en face de nous de pouvoir mettre 1 million d'euros sur la table pour jouer en Pro League. Elle est là. Alors on sait que Bruges a un gros projet avec Gardan et qu'il y a l'ancien président du PSG qui vient et que clairement ils auront des moyens financiers sûrement bien supérieurs aux nôtres. Bien qu'il faudra quand même qu'ils viennent le prouver sportivement à Cournon. Mais je pense que oui, ça peut être l'année prochaine. On s'y prépare quand même, on a dans un coin de la tête, on s'y prépare, on se dit si ça arrive, comment on fait? Donc on commence déjà à s'y préparer. De toute façon, nous, on ne va pas en N1 Elite pour dire on va en N1 Elite, on y va avec un statut VAP. Donc qui dit statut VAP dit volonté de monter. Explique-nous un petit peu comment va se dérouler cette saison prochaine. Quelle est la formule du championnat? Qui monte, qui descend? Voilà, c'est très compliqué parce que c'est le flou un petit peu, hein, parce qu'on ne sait pas combien il y aura de dossiers VAP dans cette poule élite. Donc c'est assez compliqué de savoir de quelle équipe elle sera constituée. Et la formule qu'il y aura, on entend beaucoup de choses, mais il n'y a rien d'acté. Sachant qu'à très haut niveau, qui va aussi décider de notre niveau, que ce soit en Star League ou en Pro League, on ne sait pas exactement à combien vont jouer la Star League et la Pro League l'année prochaine, et combien il y a de descente et combien il y a de montée. Donc comme on est à l'échelon au-dessous, il faudra qu'on attende clairement les décisions qui seront prises sur la Star League et la Pro League afin de connaître les équipes, enfin au moins le nombre d'équipes qui seront dans cette poule-là. Florian. Les championnats, justement, que ce soit masculin ou féminin dans le handball français, se sont structurés, professionnalisés ces 10 dernières années, on va dire. Est-ce que tu sens que, justement, là, il y a 2-3 ans où il faut que Cournon passe ce cap? On le voit, le niveau de la Pro League qui a monté, aussi bien sportivement que structurellement. Est-ce que tu sens, justement, que c'est maintenant là qu'il faut y aller? Oui, c'est pour ça qu'on a déposé le statut VAP. Hein, c'est que, clairement, on était sur une telle dynamique qu'il fallait qu'on le fasse cette année. Je pense que derrière le Covid, il y aura aussi des opportunités et que celle-là en est une et qu'il faut essayer d'en bénéficier. Donc, clairement, je pense il est plus facile de monter en Pro League dans les 2 ans qui viennent que, je pense, dans un futur un peu plus lointain. On n'est pas loin quand même d'un système de ligue fermée avec cette division où il faut montrer patte blanche un peu pour
pour rentrer, au moins sur l'aspect financier. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet de sécuriser un petit peu les clubs, et le fait d'avoir 3 divisions comme ça qui mènent au très très haut niveau, c'est un bon compromis quoi, entre le championnat traditionnel, la ligue fermée. Est-ce que tu essayes de relancer le débat sur la Super League ou... Non, mais c'est à ça que je pensais quand j'écoutais Cyril. Alors, ça existe aussi au rugby, hein, parce qu'avec Stéphane, on vient tous les deux du rugby, donc on connaît bien ce sport-là. Ça existe aujourd'hui, il y a une poule en fédérale 1, une poule élite, où vous avez Bourgoin, Narbonne, qui sont des équipes antichambre de la Pro D2, mais qui ont les capacités financières de pouvoir accéder à cette poule-là. Voilà. Et vous avez après le reste des poules, comme vous vous retrouvez Issoire. Voilà. Mais vous avez une poule où il faut montrer une patte blanche financière, qui est une vraie poule de préparation à une montée avec un statut professionnel. Parce que nous, après en Pro League, on passe de 5 à 9 joueurs professionnels. Enfin voilà, on passe encore un niveau supplémentaire, quoi. Il y a plus d'exigences, ce qui est normal. Hein. Plus on monte, plus on doit être fort et s'assurer de le maintien surtout. Et l'idée, en fait, ça doit être le même partout, c'est d'éviter les ascenseurs. Oui, d'éviter les ascenseurs et puis éviter aussi qu'il y ait des clubs qui sont en surchauffe, je pense financière. On l'a connu au rugby, des clubs qui étaient, quand on parle de Bourgoin, des clubs comme ça, à un moment ou à un autre, ils se sont mis en surchauffe. Je pense que voilà, il faut à un moment ou à un autre mettre un cadre et un cahier des charges pour que les clubs vivent bien. Et je pense que c'est important aussi qu'il y ait des règles du jeu. Florian. On en a moins parlé, je viens sur ce sujet-là. Cournon a aussi développé toute sa communauté, le lien avec ses supporters dans la ville de Cournon. Est-ce qu'il y a un plan d'attaque, je dirais, sur tout cet aspect-là? On a parlé beaucoup des joueurs, mais voilà, il y a aussi les gens que vous n'avez pas vus, même les licenciés, j'imagine, depuis, entre guillemets pas vus, mais depuis quasiment 8 mois. Oui, on a prévu pas mal de choses, hein, je pense pour la rentrée, hein, parce que de toute façon jusqu'à fin de semaine on ne peut pas faire grand chose. Donc déjà là on a prévu vendredi un Facebook Live où on pourra commencer à répondre à quelques questions. Il va falloir reprendre contact, mais je pense que tous les sports va falloir qu'ils reprennent contact avec leurs licenciés. Donc on a prévu pas mal de choses pour recréer un dialogue et surtout redonner l'envie aux jeunes de venir dans les salles de sport, parce que je pense qu'on se retrouve aussi avec des gens qui ont pris des mauvaises habitudes, hein. C'est-à-dire il faudra les sortir du canapé, comme vous l'avez dit tout à l'heure justement. C'est ça. Et voilà, peut-être que la console de jeu c'est moins fatigant que d'aller courir le mercredi ou le vendredi. Donc j'espère que l'État investira aussi sur la reprise du sport et sur les licences pour aider. Voilà. Alors, pour les licences pour aider, c'est déjà le cas, mais il va falloir faire aussi des campagnes de sensibilisation, je pense, pour le sport. Parce que vraiment, on voit clairement que des mauvaises habitudes ont été prises mauvaises habitudes, contraintes et forcées de la crise sanitaire, mais ont été prises. Et on entend déjà autour de nous des gens qui n'ont pas forcément obligatoirement envie de retourner faire du sport comme ils le pratiquaient. Donc je pense quand même qu'il y aura une baisse importante au niveau des licenciés et qu'on ne retrouvera pas une situation normale avant 2-3 ans, quoi. Oui, ça c'est sûr. Puis il y aura, même en dehors de ça, peut-être une crainte pour certains aussi de se remélanger avec du monde. On peut pas c'est difficile à anticiper tout ça. Une saison réussie l'année prochaine, c'est quoi? Une saison réussie, ça sera déjà d'avoir le statut VAP, mais clairement, on n'est pas tellement inquiet parce qu'on pense qu'on l'aura. Il manque quoi aujourd'hui là pour que ça soit validé? Rien. D'accord. Voilà. Rien, sauf une réponse fédérale qu'ils ne souhaitent pas donner avant. Donc ils donneront le 30 juin. Mais on a rempli tous les critères demandés. Après, une saison réussie, ça sera une saison où on va pouvoir ramener du monde déjà à Boissé, parce que ça c'est important, ramener du public. Et puis une saison complète, ça c'est sûr. Et puis pourquoi pas une montée en Pro League. Peut-être que ça peut paraître prétentieux, mais je le redis, on ne va pas en N1 Elite l'année prochaine pour faire figuration. On y va pour terminer premier et espérer monter la saison d'après. L'ambition, c'est pas forcément de la prétention. Non. Et quand on fait du sport, c'est important d'avoir de l'ambition, surtout à haut niveau. Merci beaucoup Cyril, on va suivre tout ça. On suivra dès qu'on aura un calendrier, les résultats de handball de Cournon.
Je sais que vous êtes aussi supporter du HBCAM, donc je vais te laisser la parole pour présenter le match de samedi. Florian, 2 minutes. Exactement. Match très important. Une victoire des Volcaniques maintiendrait les filles quasiment actées, donc face à Rennes Saint-Grégoire. Le match est à 18h, sera à suivre sur les réseaux sociaux et on va pouvoir accueillir quelques partenaires et quelques abonnés, supporters, donc c'est génial. Et surtout, c'est le dernier à domicile et c'est primordial. Effectivement, on l'a assez dit, mais c'est important l'entente. Et là aussi, justement, c'est comment on collabore, les filles, les garçons, pour pouvoir élever le niveau du handball sur toute l'Auvergne, que ce soit avec les partenaires privés, les collectivités et bien évidemment sportivement. Donc c'est intéressant. Très bien, bon, on va suivre les filles du HBCAM pour leur dernier match à domicile samedi. Le coup d'envoi à partir de 18h. Allez, dernière pause. On se retrouve tout de suite après sur Logos FM. Vous êtes dans Avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport sur Logos FM. Je vous rappelle, chaque mardi 18h, la rediff le mercredi 20h et le podcast sur notre page Facebook à partir du jeudi. Dans cette dernière partie, juste avant le quiz, vous avez l'habitude de notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Je vais vous représenter, messieurs, quand même, pour m'accompagner, Johan Connor, Florian Pitreau et notre invité Cyril Fauché, le président du Handball Club de Cournon. Je voulais faire aujourd'hui un petit coup de cœur rapide sur le retour du public dans les stades, dans les salles. Enfin, on va vous voir. Ça va être un vrai bonheur pour les quelques championnats qui ne sont pas terminés, donc notamment au hand, je pense notamment au basket qui avait rallongé son calendrier un peu exprès en espérant pouvoir recevoir du public. Au final, ça a été peut-être la bonne stratégie, mais ça va faire du bien d'entendre un peu de bruit parce que c'est vrai que sur les lives, on entend toujours applaudir, il y a toujours des bénévoles, il y a toujours les dirigeants, mais là d'avoir un petit peu de public en plus, alors même si la jauge n'est pas très haute, elle est de quoi, 35% je crois, Florian 35% dans la limite de 800 salles. Dans la limite de 800 personnes, voilà. Donc ça fait pas, limité, ça fait pas une énorme ambiance, mais au moins de pouvoir retrouver un petit peu de supporters, ça va faire plaisir. Justement, comment vous allez gérer ça samedi, Florian ? Alors nous on est concerné par plusieurs matchs. Il y a samedi le HBCAM dont on a parlé. Malheureusement on est sur un petit gymnase puisque la maison des sports est réquisitionnée pour le vaccin. Donc on va gérer ça simplement avec des invitations, partenaires privés, partenaires publics, nos abonnés. Et puis club partenaire, voilà, des gens qui sont autour du projet depuis longtemps, donc on fera pas de billetterie. Il y a le match, alors là c'est un petit peu rigolo, j'en souris, mais la SM Romagna qui devait jouer ce week-end, match reporté pour Covid, qui fait qu'on devrait pouvoir forcément accueillir du public dimanche prochain si le match se tient bien. Donc là aussi on est en train de très vite voir avec la présidente, qu'est-ce qu'on fait, comment, est-ce qu'on fait une billetterie, est-ce qu'on invite, etc. Gros match en plus. Gros match contre Toulouse. Ouais. Les deux équipes sont quasi qualifiées, sont qualifiées pour les demi-finales, donc intéressant. Et puis après, nous sur Nîmes aussi, là c'est encore un petit peu plus gros parce qu'on va pouvoir monter jusqu'au 800. On va faire moitié partenaire, moitié abonné. Donc voilà, globalement, je pense que tous les clubs ont à peu près cette ambition-là, de remercier les partenaires privés qui sont restés, remercier les abonnés. À mon avis, on va voir très très peu de billetterie grand public, voire pas du tout sur cette fin de saison. Mais en tout cas, je dirais que c'est plutôt l'esprit, le fait de retrouver un petit peu de monde, de se remettre au travail, voilà, reprendre contact avec le traiteur, les hôtesses, le DJ, le speaker, rien que ça déjà, c'est plutôt bien. Par contre, je le vois aussi, on a perdu certaines habitudes. C'est une jauge qui doit tout remettre en cause. Attention aussi, par rapport au début d'année, on avait quand même le droit de faire un peu de buvette, un peu de boutique, etc. Là, on n'a pas le droit, on doit faire du réceptif extérieur. Donc malgré tout, pour nous les organisations, il y a plein de contraintes, mais c'est super positif. Bon, la vision, Johan, du supporter et d'amateur de sport. Moi, je crois que le sport, c'est avant tout du spectacle, et pour qu'un spectacle soit réussi, il faut des spectateurs. Donc c'est déjà un bon début, ça va dans le bon sens. Ce qu'on espère, c'est que cette fois, c'est la bonne, ça va durer un petit peu et qu'on va pouvoir aller sur des jauges un petit peu plus souples et vraiment qu'on va pouvoir retrouver des ambiances un petit peu électriques qu'on a perdues et qui nous manquent vraiment. Donc super et vivement que les stades soient pleins à craquer. Surtout pour cette fin de saison où il y a encore quelques enjeux. Donc on espère vite vous retrouver le plus nombreux possible dans les stades et dans les salles de sport. Allez messieurs, on va terminer avec
Tu voulais rajouter un mot, Florian, vas-y. Par rapport au retour des gens, je peux confirmer, il n'y a aucun doute, les gens veulent aller au stade. Oui, Enfin, ça, les c'est sûr. abonnés, Il y a une vraie envie. Il y a une vraie envie. On se fait Ça, c'est carrément clair. chier, ouais. Ça fait 8 mois qu'on se fait chier, là. Il y en a marre des lives. Ouais. C'est clair. Vive la vraie vie. Allez, c'est l'heure du quiz, messieurs. Je vous rappelle le principe. 5 questions, une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission. On va voir si vous avez suivi. Et le décompte final qui parlera handball, toujours en lien avec notre invité. La première question, alors tu pourras, Cyril, faire office de joker une fois pour chacun des 2 chroniqueurs sur la dernière question si jamais il sèche. On verra ça tout à l'heure. Première question, la question olympique, c'est une question de rapidité. Je pense que ça va fuser là entre vous deux. Quel cycliste français a renoncé Alaphilippe. Julien Alaphilippe, c'est le premier point pour Florian. Est-ce que ça compte si tu vas pas au bout de la question? Oui, ça compte. Oui, C'est double même. Tu me l'as déjà demandé, Johan. Il y a des suspicions. Je vais quand même finir de poser ma question. Donc, Ça quel triche. cycliste français a renoncé à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo? Il y a eu C'est des articles dans tous les Julien Alaphilippe. Question record. Ce week-end s'est tenu le Grand Prix de France moto au Mans. Oula. Et je peux vous dire que j'étais aux abords du circuit vendredi après-midi au hasard de mes pérégrinations, et que ça fait beaucoup de bruit les motos. J'ai eu la chance d'assister aux 24 heures du Mans et à quelques grands prix de Formule 1 à Manicourt. Là, les motos, c'est aussi très impressionnant quand on est hors du circuit. Donc j'imagine qu'au bord, ça devait être quelque chose. Et je vais vous demander tout simplement qui détient le record de pole position. Je vais avoir du mal à finir ce soir, je le sens. Le record de pole position au Grand Prix de France moto. Rossi. Non, c'est pas Rossi. Ça a été établi en 2019. Marquez. Non. Zarco, oui, exactement. C'est Johan Zarco qui détient le record en 1:31,185. Une seconde moins vite que la pole cette année. 1:32, j'ai plus les dixièmes de seconde. Mais Johan Zarco qui détient donc le record de la pole au Grand Prix de France moto. Question d'actualité sportive locale. Le point pour Johan, ça fait C'est Clermont Foot qui est monté en Ligue 1. C'est Clermont Foot qui est monté en Ligue 1. C'est une bonne réponse, mais ce n'était pas la question. Merde. C'est presque une question avec ASA Sport parce qu'on a aussi donné la réponse sans le vouloir il n'y a pas très longtemps. Qui aurait dû être l'adversaire de l'ASM Romagna ce week-end? Toulouse. Toulouse. Et donc match reporté au week-end prochain normalement si tout va bien. Là, c'est moi qui avais posé la question. Ah ouais, Pourtant, t'es arrivé en premier cette fois-ci. Ouais, mais tu vois, j'ai somnolé. Mais il n'a pas révisé, hein, je suis témoin. Ah, là, Question avec ASA Sport, là aussi ça devrait aller vite. On a donné la réponse pendant l'émission. Combien de victoires consécutives viennent d'enchaîner 4. la Jave? Les 4. Allez. Tout va jouer sur la dernière. Moi je dis que pour m'avoir tué les tympans, ça devrait être un demi-point. Ouais, désolé pour ceux qui avaient le volume à fond dans la voiture. Ah bah là c'est bon, ils sont dans le mur. Hein. Ah, putain. Pas de souci. Pas de Allez, complice. le décompte final. On va parler handball masculin. Je vais vous demander de me retrouver les 10 dernières nations championnes du monde de hand masculin. Je n'ai pas relié les pays qui ont changé de nom entre-temps. Donc un exemple, la Tchécoslovaquie ferait une réponse, la République tchèque une deuxième, la Slovaquie une troisième. Je tiens juste à préciser que Florian, il travaille pour un club de hand féminin et que moi, la dernière fois que j'ai fait du hand, c'était au collège. Donc, Voilà. Nickel. Et ben Mais donc, la question donc est pas t'es simple. T'es avantagé. Ouais. Allez, bah du coup, Johan, c'est toi qui va commencer. Comme tu t'es plaint, je vais avoir pitié. C'est toi qui commence. On donne les réponses à tour de rôle. Je vous rappelle que vous pouvez demander à Cyril, une fois chacun, de vous aider. C'est parti, les 10 dernières nations, ça va nous ramener jusqu'en 78 quand même, hein, pour trouver 10 nations différentes. La Croatie. Oui, la Croatie, en 2003. La France. Florian. La France, bien sûr, là je prends mon souffle. 17, 15, 11, 9, 2001 et 95. 3 partout. Johan. Le Portugal. Non, il n'y a pas le Portugal. Il y a l'Espagne. Il y a l'Espagne en 2013 et en 2005. Johan. La Serbie. La Serbie n'est pas dans ce classement. Le Florian. Danemark. Le Danemark, oui, les champions du monde. Attention, Ouais, mais je l'ai dit. ne souffle pas trop fort, Cyril. Je l'ai dit, ouais. Non, bah Joker du coup, mais j'ai dit. Alors, ouais. 2021 et 2019 pour le Danemark, double tenant du titre. Johan, tu peux faire appel à ton Ouais, joker. Joker. Mais la Croatie. Alors, je l'ai Cyril. dit. T'as pas dit la Serbie plutôt? Non, il, j'ai il avait dit- dit, là. il avait dit la Croatie en premier. Ouais. Alors, vas-y, Cyril. La Suède? La Suède en 99 et en 90. Donc, le point pour Johan, ça fait 5-4. Florian. Les Hongrois. Non, il n'y a pas la Hongrie dans ce classement. La République tchèque. Il n'y a pas la République tchèque. Je l'aurais pas donné en exemple sinon.
Bah ouais, mais Je me vais suis tenter dit, on sait la jamais. Russie ou l'URSS. Alors, la Russie ou l'URSS? L'URSS. L'URSS en 82, 5 partout. Ah, Johan, bah, il nous en reste 4 pays européens. Royaume-Uni. Il n'y a pas le Royaume-Uni, non? Les Allemands. Il y a les Allemands en 2007, l'Allemagne en Toujours. 2007, 6 à 5. Il y a toujours l'Allemagne quelque part. Il nous en reste combien? Il nous en reste 3 et tu as toujours ton joker, Florian. Je pense que j'en ai un. Johan, Italie. il n'y a pas l'Italie, Norvège. il n'y a pas la Norvège. Johan, Pologne. il n'y a pas la Pologne. Joker. Roumanie. Non, la Roumanie c'est juste avant, c'est 74 et 70 la Roumanie, et je crois qu'il y a 2 autres titres encore dans les années 60. Mais la Roumanie est juste à la limite de ce classement. La Grèce. La Grèce, non. Bulgarie. Non. Allez, 2 pays qui n'existent plus Yougoslavie. et un Ouais, qu'on a cité Bah, tout à l'heure. la Yougoslavie, du coup. La Yougoslavie en 86, ça fait 6 partout. Florian, On n'a plus de Joker. ouais, il y en a un que tu as cité, où tu as eu une hésitation. La Russie. La Russie, Merci Olive. Ça c'est beau. Ça. en 97 et Mais 93. c'est quoi ce quiz là? Et Et c'est quoi ces règles là? Johan, pour égaliser, il en reste un. Ouais, bah, C'est un pays qui a également été cité, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Mais on a cité le nouveau. un pays européen qui n'existe plus. Ouais, Qui n'existe plus. qui n'existe Ah, plus ben, dans sa forme de Ça l'époque. doit être l'Allemagne de l'Est ou l'Allemagne de l'Ouest. Alors c'est une des deux. L'Allemagne de l'Ouest. C'est l'Allemagne de l'Ouest, la RFA en Bravo. 78. Et ça fait 7 partout. Parfait. Johan, c'est pas une défaite. C'est un match nul. C'est presque une victoire pour Ça, toi, c'est une victoire pour moi. Parce que ça doit faire 73 fois que je perds d'affilée. Donc, à peu près. Merci beaucoup, messieurs. Merci Cyril. On va suivre les infos du club tout au long de cette intersaison qu'on espère pas trop long pour pouvoir vous retrouver rapidement. Nous, la rediff, c'est demain 20h, le podcast jeudi matin sur la page Facebook avec ASA Sport. On se retrouve mardi prochain 18h sur Logos FM pour une nouvelle émission. On parlera athlétisme avec le Clermont Athlète Auvergne qui viendra nous présenter son prochain meeting de lancer qui aura lieu début juin. On verra ça avec les dirigeants du club. Et nous, d'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.